Voici 5 actions françaises sur lesquelles vous devriez éviter d'investir en 2026. Cette vidéo est la cinquième d'une série dans laquelle je vous partage mon avis sur les plus grandes sociétés françaises, basée sur ma propre notation qui examine 26 ratios financiers. Mais également, je vais vous transmettre, pour chacune de ces sociétés, 3 raisons précises pour lesquelles il serait judicieux de ne pas investir en 2026 afin de vous forger votre propre avis. Vous êtes prêts? C'est parti pour la première entreprise. Mais avant, si vous découvrez ma chaîne, je m'appelle Rémi Allard, analyste financier indépendant depuis 2021, et chaque année, j'analyse financièrement plus de 1500 sociétés pour dénicher les meilleures entreprises mondiales. L'objectif, viser une surperformance en bourse avec un risque maîtrisé. Alors, si vous souhaitez qu'on travaille ensemble, cliquez sur le premier lien en description pour découvrir ma stratégie, la méthode Allard. Et on commence avec l'entreprise Ipsen, un laboratoire biopharmaceutique spécialisé dans les médicaments complexes pour l'oncologie, les maladies rares et les neurosciences. Sa note est de 6,79 sur 10, c'est une note assez bien, le bilan est propre, la rentabilité est là. Et pourquoi alors je suis prudent pour 2026? Eh bien, voici 3 raisons. La raison numéro 1 est une dépendance critique à la somatuline. Et c'est le problème classique des labos de cette taille. Ipsen gagne énormément d'argent avec un ou deux médicaments phares, notamment la somatuline, donc un traitement de certaines tumeurs. Ce médicament est une vache à lait, mais les vaches à lait finissent par tarir et des versions génériques arrivent sur le marché, notamment en Europe et aux États-Unis. En 2026, la concurrence des génériques va s'intensifier et cela va mettre une pression énorme sur le chiffre d'affaires. Ipsen doit donc courir pour remplacer ses revenus perdus. Et c'est un risque binaire. Soit il trouve un remplaçant, soit les marges s'effondrent. La raison numéro 2 est un risque d'exécution sur les acquisitions. Pour compenser cette perte, Ipsen n'a pas le choix. Ils doivent acheter d'autres biotech pour acquérir leurs médicaments. Mais le problème, c'est que tout le monde cherche à acheter les mêmes pépites. Et le risque pour l'actionnaire, c'est qu'Ipsen surpaie une acquisition ou qu'un médicament racheté échoue lors des essais cliniques finaux. Donc, en tant qu'investisseur, vous pariez sur la capacité du management à faire les bons choix sous la pression du temps. Et la raison numéro 3 est une taille moyenne dans un monde de géants. Ipsen est trop gros pour être une simple biotech agile, mais trop petit pour être une big pharma comme Pfizer ou Novartis. Ils n'ont pas la puissance de feu financière pour lancer 50 essais cliniques en même temps, et en cas d'échec sur un produit, comme on l'a vu par le passé avec le Palovaroten, l'impact sur le cours de bourse est violent, moins 20% sur une séance. Par conséquent, en 2026, dans un marché qui ne pardonne aucune erreur, cette volatilité intrinsèque me pousse à rester à l'écart au profit des dossiers plus diversifiés. Donc, en conclusion sur Ipsen, c'est une entreprise très bien gérée, mais le profil de risque est celui d'une biotech mature. À 6,79 sur 10, je préfère attendre de voir si leur nouveau pipeline de médicaments fait ses preuves. Donc, à éviter pour le moment. On passe au luxe avec l'entreprise Kering, propriétaire de Gucci, de Saint-Laurent, de Bottega Veneta, Balenciaga, etc. Sa note est de 6,83 sur 10, c'est une bonne note car les marges brutes du luxe sont exceptionnelles, mais Kering est le malade du secteur du luxe français. Et 2026 ne s'annonce pas comme l'année de la guérison miracle. Voici 3 raisons qui expliquent cela. La raison numéro 1 est un problème structurel avec la marque Gucci. Gucci représente la majorité des profits du groupe. Le problème, Gucci est une marque de mode, pas une marque de luxe comme Hermès par exemple. Et la mode, ça se démode. L'esthétique maximaliste de Gucci des années 2015-2020 ne plaît plus. Les consommateurs veulent du quiet luxury. Et redresser une marque de la taille de Gucci prend des années. Changer le directeur artistique Sabato De Sarno ne suffit pas à relancer la machine instantanément. Donc en 2026, Kering sera encore en pleine transition avec des ventes probablement molles, voire en baisse. La raison numéro 2 est une polarisation du secteur. Le marché du luxe a changé. Les clients les plus riches se concentrent sur le top tier. Hermès, Chanel et le haut de gamme de Louis Vuitton. Kering, lui, est positionné sur un segment aspirationnel. Donc la classe moyenne supérieure qui s'achète un sac ou une ceinture. Et c'est cette clientèle qui souffre le plus de l'inflation et de l'incertitude économique. Donc en 2026, si le pouvoir d'achat n'explose pas, les clients de Kering resteront prudents. Et la raison numéro 3 est une valorisation typique d'une value trap. L'action Kering paraît pas chère. Son PER est souvent 2 fois moins élevé que celui d'Hermès, et beaucoup d'investisseurs débutants se disent c'est du luxe en solde. Mais c'est une erreur. Le marché applique une décote parce qu'il n'a pas confiance dans la croissance future. Et acheter une action juste parce qu'elle a baissé, c'est comme attraper un couteau qui tombe. Tant que la croissance organique de Gucci ne repart pas durablement, et pas juste sur un trimestre, l'action restera peu profitable, même avec un rendement du dividende correct.
Donc en conclusion sur Kering, avec 6,83 sur 10, les fondamentaux financiers, donc la dette, le cash, sont intéressants, mais le motte, donc l'avantage concurrentiel, s'effrite. Vous me connaissez maintenant, je préfère payer plus cher pour la qualité d'Hermès que de parier sur le redressement incertain de Kering. La troisième entreprise est Airbus, le leader mondial de l'aéronautique civile. Sa note est de 6,85 sur 10, c'est assez bien, et quand on voit Boeing s'effondrer, on peut penser qu'Airbus va exploser, non? Eh bien, pas vraiment, et voici trois raisons. La raison numéro 1 est l'enfer de la supply chain. Avoir des commandes, c'est bien, mais livrer, c'est mieux. Et Airbus est incapable de livrer autant d'avions qu'il le voudrait. Pourquoi? Parce qu'il manque des sièges, des moteurs, des trains d'atterrissage. Les motoristes tels que Pratt et Whitney, CFM, ont des problèmes de fiabilité et de production majeurs. Et en 2026, ces tensions ne seront pas miraculeusement résolues. Or, Airbus est payé à la livraison. Si les avions s'accumulent sur le tarmac sans moteur, le cash flow ne rentre pas. Et pour moi, le marché est trop optimiste sur les cadences de production. 75 avions par mois. La raison numéro 2 est une branche défense et espace en souffrance. On parle toujours des avions commerciaux, mais Airbus a une grosse division défense et espace. Et cette division va mal. Elle a passé des provisions énormes pour pertes sur certains programmes spatiaux. Et contrairement à Boeing, lui, malgré ses déboires civils, a une branche défense américaine ultra rentable. La branche défense d'Airbus est moins performante et en restructuration. Et cela pèse sur la rentabilité globale du groupe. Et la raison numéro 3 est un risque de change et de couverture. Airbus vend ses avions en dollars, mais paye ses employés et ses usines en euros. Et c'est un risque de change massif. Certes, ils ont des couvertures, mais si l'euro remonte face au dollar en 2026, un scénario possible si les taux US baissent plus vite que les taux européens, la compétitivité et la marge d'Airbus seront impactées. De plus, l'action est déjà bien pricée avec un PER supérieur à 30. Le moindre retard de livraison en 2026 sera sanctionné par une baisse du cours. Donc, en conclusion sur Airbus, c'est une très belle entreprise industrielle, mais un investissement boursier frustrant. Vous ne profitez pas pleinement de la chute de Boeing à cause des problèmes internes de production, donc à 6,85 sur 10, le potentiel de hausse me semble limité par rapport au risque d'exécution, à éviter donc. En quatrième position, nous retrouvons le laboratoire pharmaceutique Sanofi. Sa note est de 7,02 sur 10, c'est une société rentable, versant un dividende croissant depuis 30 ans. Alors, pourquoi je la mets dans la liste à éviter pour 2026? Eh bien, pour trois raisons. La raison numéro 1 est la cession d'Opella. Si vous avez suivi l'actualité, Sanofi se sépare de sa branche grand public, donc le Doliprane, etc., nommée Opella. Et c'est un pari stratégique énorme. Ils vendent la vache à lait, stable pour tout miser sur la R&D et les nouveaux médicaments innovants, l'immunologie. Et le problème, le profil de risque change totalement. Sanofi passe d'une valeur bon père de famille, je vends du Doliprane quoi qu'il arrive, à une valeur hasardeuse. Je dois découvrir le nouveau vaccin miracle. Et le marché déteste l'incertitude. En 2026, on sera en pleine transition. Donc si les nouveaux médicaments tardent à sortir, il n'y aura plus le coussin de sécurité du Doliprane pour sauver les résultats. La raison numéro 2 est une dépendance totale au Dupixent. Aujourd'hui, Sanofi, c'est presque une seule molécule, le Dupixent, le traitement de l'eczéma et de l'asthme. Et c'est un blockbuster mondial incroyable. Mais c'est aussi un danger. Sanofi devient Dupixent dépendant. Si un concurrent sort un meilleur produit, ou si les autorités de santé imposent des baisses de prix sur ce médicament, c'est toute la croissance de Sanofi qui s'écroule. Donc, être dépendant d'un seul produit à ce point pour une boîte de cette taille, c'est un risque structurel que je n'aime pas. Et la raison numéro 3 est un historique boursier décevant. Regardez le cours de Sanofi sur 10 ans. Il oscille entre 70 et 100 euros. Il monte, il descend, mais il ne décolle jamais vraiment. Oui, vous touchez 4% de dividendes, c'est bien, mais l'inflation a mangé une partie de ce gain. Et comparé à un Novo Nordisk ou un Eli Lilly qui ont fait x5 ou x10 sur cette même période, Sanofi est une petite valeur. Pourquoi cela changerait-il en 2026? Le marché ne croit pas à la capacité de Sanofi à innover radicalement. La valorisation reste faible, avec un PER de 12 ou 13, mais c'est justifié par ce manque de croissance explosive. Donc, en conclusion sur Sanofi, une note de 7,02 sur 10 indique une société solide qui ne fera pas faillite. Mais c'est un investissement défensif qui manque d'ambition. Si vous voulez battre le marché, Sanofi est un frein, pas un moteur, donc à éviter. Et enfin, nous allons parler de l'entreprise de cosmétiques L'Oréal. Sa note est de 7,03 sur 10. C'est une bonne entreprise, sa marge, son ROIC, son cash flow, tout est au vert. Et pourtant, je ne l'achète pas pour 2026 pour trois raisons. La raison numéro 1 est une valorisation stratosphérique. L'Oréal se paie cher, très cher, souvent entre 30 et 35 fois les bénéfices.
Et quand vous payez une action aussi chère, vous exigez une croissance des bénéfices de 10 à 15% par an, sans faute. Or, L'Oréal commence à montrer des signes de ralentissement. Et une croissance de 5 ou 6% ne justifie pas un PER de 35. Et c'est un risque de compression des multiples. Si le marché décide que L'Oréal ne vaut plus que 25 fois les bénéfices, ce qui reste énorme, le cours de l'action peut chuter de 20% sans que l'entreprise aille mal, juste par ajustement mathématique. La raison numéro 2 est un ralentissement structurel avec la Chine. L'Oréal a misé énormément sur la Chine et le travel retail, donc c'est les boutiques d'aéroports en Asie. Pendant 10 ans, c'était le principal moteur de croissance. Mais la Chine de 2026 n'est plus la Chine de 2015. La consommation chinoise ralentit, la jeunesse chinoise se tourne vers des marques locales C-Beauty, moins chères et plus nationalistes, et L'Oréal est en train de perdre son Eldorado. Remplacer la croissance chinoise par d'autres marchés, comme l'Inde ou l'Afrique, prendra du temps et sera moins rentable à court terme. Et la raison numéro 3 est une disruption des marques indépendantes et du coût du marketing. Avant, L'Oréal achetait les espaces pubs à la télé et écrasait la concurrence. Aujourd'hui, sur TikTok et Instagram, une petite marque indépendante peut faire le buzz et voler des parts de marché à L'Oréal en 2 semaines. Et pour contrer ça, L'Oréal doit dépenser des sommes folles en marketing digital et influenceurs. Les coûts d'acquisition clients explosent et cela pèse sur la marge opérationnelle. L'Oréal doit donc courir 2 fois plus vite juste pour rester sur sa place. Donc, en conclusion sur L'Oréal, c'est une entreprise magnifique, mais à 7,03 sur 10, le prix actuel n'offre aucune marge de sécurité. Acheter maintenant, c'est arriver à la fin de la fête, donc à éviter. Quel est le message clé de cette vidéo? La note fondamentale ne fait pas tout. Oui, ces 5 entreprises sont bien, mais l'investissement, c'est l'art d'acheter la qualité à un prix raisonnable. Et aujourd'hui, pour ces entreprises, soit le prix est déconnecté de la réalité, comme L'Oréal par exemple, soit les vents contraires pour 2026 sont trop forts, comme Kering ou Airbus. C'est ce que j'appelle le piège de la qualité. On se sent en sécurité parce que c'est L'Oréal ou Sanofi, et on oublie de regarder les chiffres de valorisation. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une performance de 2% par an pendant 10 ans. Alors, qu'est-ce qu'on achète, vous allez me dire? Eh bien, il existe des entreprises qui ont une meilleure notation, plus de 8,6 sur 10, qui ont encore un potentiel de croissance énorme et une valorisation attractive. Et si vous voulez accéder à cette liste des 130 entreprises en 2026, cliquez sur le premier lien en description. Vous découvrirez ma méthode, comment je sélectionne mes titres et comment je construis un portefeuille qui vise à surperformer le marché avec un risque maîtrisé. Merci de votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.